Dans le cadre des échanges, expériences de vie et réflexions autour de la pensée de Teilhard de Chardin, nous accueillons aujourd'hui Sylvie Vauclair. Je laisse à Hilaire Giron l'honneur et le plaisir de vous présenter, madame. Bonjour. Bonjour Sylvie Vauclair, vous êtes astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, professeur émérite à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, membre de l'Académie de l'air et de l'espace et de l'Academia Europea. Après 2 thèses sous la direction d'Hubert Reeves puis d'Evry Schatzman, vos travaux scientifiques ont porté sur la formation et l'évolution des éléments chimiques qui composent la matière dans l'univers. Soleil, étoiles, univers primordial. Depuis quelques années, vous vous intéressez particulièrement aux vibrations des étoiles ainsi qu'au système planétaire. Vous allez nous emmener fort loin pour un voyage dans l'espace jusqu'à l'univers lointain. Chère Sylvie, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Mais tout d'abord, comment vous est venu cet appel de l'espace? Dès l'enfance, vous scrutiez l'espace avec un télescope ou une lunette astronomique? Bonjour et merci de votre invitation. Dès l'enfance, je me suis intéressé à l'astronomie, oui, mais pas de cette manière-là. C'est-à-dire que je n'avais pas accès à une lunette astronomique ou à un instrument pour scruter le ciel. Mais en revanche, j'avais une maman qui était d'ailleurs institutrice, hein, comme on disait maintenant, on dit professeur d'école, qui était institutrice et qui s'intéressait énormément aux étoiles, à l'astronomie, pas trop pour l'aspect scientifique, elle n'était pas scientifique du tout, mais elle s'intéressait à la mythologie. Et vous savez que les constellations dans le ciel ont des noms qui correspondent à des personnages mythologiques, qui sont allés, des personnages grecs qui sont partis dans l'espace. Donc elle m'emmenait en pleine nuit, me lever pour aller voir les étoiles, parler des constellations. Et c'est sûr que ça marque beaucoup une enfant. Alors évidemment, après, ça ne correspond pas au travail vraiment de l'astrophysique plus tard. Il faut faire des études scientifiques. Mais je crois que ce qu'on apporte aux enfants dans leur petite enfance, avant 5 ans, est très important. Et je suis sûr que ça a été important pour moi. Je comprends mieux dans votre dernier ouvrage, La Nouvelle Symphonie des Étoiles, effectivement, ces références permanentes à travers les chapitres aux mythologies grecques en particulier, entre autres, même plus lointaines. Oui. Alors, comment réagissez-vous précisément au vertige de l'espace contenant des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles et notre pauvre petit Soleil, petite étoile banale, avec son cortège de planètes également très banales? C'est très difficile, c'est vrai, au niveau psychologique, parce que on a tout à fait conscience quand on travaille sur le sujet du fait qu'on est tout petit. L'humanité sur la Terre est là depuis très peu de temps. La Terre est une petite planète qui tourne autour du Soleil, qui est une étoile banale, et il y a des centaines de milliards d'étoiles comme ça dans la galaxie et des milliards d'étoiles dans l'univers. Donc, que sommes-nous? On se sent très petit. Mais en même temps, on se dit, ben oui, c'est nous, les êtres humains, qui avons trouvé le moyen d'analyser tout ça, de comprendre tout ça. Et quand même, nous sommes quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau humain est extraordinaire. Et donc, il s'agit de mettre ensemble, de comprendre ce qu'est cette humanité face au cosmos. Ça pose beaucoup d'interrogations et beaucoup d'intérêt justement dans la réflexion sur ce sujet. Alors exactement, donc vous exprimez très bien dans votre livre, page 48 pour être précis, La Nouvelle Symphonie des Étoiles, l'exaltation, la découverte du lien sublime entre tous, celui de l'humanité face au cosmos. C'est impressionnant car nous sommes vraiment négligeables face au cosmos. Que voulez-vous dire ? C'est quelque chose là qui n'est pas scientifique, qui est moi, mon intuition, ma conviction personnelle. Vous savez, quand on est scientifique, c'est comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on a cet aspect de travail, de recherche scientifique, mais c'est qu'une partie de la pensée. Et donc, il faut arriver à se retrouver soi-même. Et moi, je me retrouve moi-même avec cette idée que je ne peux pas expliquer, que je ne peux pas encore aller, exprimer très
avec beaucoup de détails, mais j'ai cette conviction, c'est un petit peu, si vous voulez, ma foi personnelle, je pourrais dire, cette conviction que l'humanité a de l'importance dans le cosmos, même si on a l'air tout petit, et j'appelle ça un lien sublime, j'appelle ça un lien, bon, un lien extraordinaire, mais je ne peux pas vous dire lequel, parce que c'est quelque chose qui est en recherche. Alors, parfaitement cohérent avec cette réflexion que vous faites sur si tous les gars du monde se tenaient la main, et vous faites référence à la phrase de Saint-Exupéry, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder dans la même direction. L'univers est pourtant un déchaînement d'explosions nucléaires permanents, qui se termine pour certaines étoiles en explosion de supernovas, ou novae plutôt. On ne peut pas dire que l'univers soit un long fleuve tranquille, malgré l'Agnaquéa. Pourquoi l'espace vous inspire-t-il cette vision humaniste et d'amour? C'est vrai, il faut dire que la science a conduit, justement, on parlait des mythes tout à l'heure, la science a conduit à revoir les mythes anciens, en particulier de création du monde, et puis les mythes par rapport à la terre et le ciel, et en particulier, on peut parler d'Aristote, on peut parler beaucoup d'autres, qu'au ciel tout est parfait, alors que sur terre c'est le mal. Et c'est vrai que ça, la science a justement mis à mal, si on peut dire, cette idée, puisque la science a montré que la Terre fait partie du ciel et que, comme vous le disiez, dans le ciel, il y a beaucoup de violence. En fait, dans l'univers, il y a beaucoup de violence. C'est pas du tout calme, en fait, et c'est pas du tout harmonieux. Mais quand je parle de si tous les gars du monde se tenaient la main, d'abord, c'est en référence à une chanson. mais en fait, c'est-à-dire que j'ai la conviction que l'humanité a, je ne pourrais pas dire pourquoi, mais je pense que pour moi, c'est quelque chose de très positif. L'humanité a ce besoin de ce qu'on peut appeler la curiosité. Mais vous savez, on dit souvent aux enfants, la curiosité est un vilain défaut. Moi, je ne dis pas du tout. C'est la curiosité, c'est le ferment, justement, de l'évolution de l'humanité. Et je crois que les êtres humains, pas tout le monde, mais d'une manière générale, les êtres humains se serrent la main, se tiennent la main dans ce but de mieux comprendre qui ils sont, où ils vont, etc. Et alors, il y a des chaînes humaines qui sont des chaînes humaines entre guillemets, qui sont vraiment très, très concrètes. C'est des gens tout autour de la Terre, là, je parle du coup de scientifiques, d'astronomes tout autour de la Terre, qui, avec des télescopes différents, observent en même temps la même étoile, par exemple. Parce que quand on regarde les étoiles, on les voit la nuit, après elles se couchent, on ne les voit pas dans la journée. Mais quelqu'un d'autre ailleurs sur la Terre va voir la même étoile à un autre moment. Et donc, les gens font comme ça des observations en réseau tout autour du monde. Et pour moi, c'est très symbolique, ça. Très symbolique de ces gens qui peuvent être même dans des pays, au point de vue politique, qui sont très difficiles actuellement. Et il y a quand même là des gens qui se tiennent, qui sont ensemble dans le seul but de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et ça, je trouve ça extrêmement positif pour l'humanité. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont très pénibles, épouvantables, mais il y a des choses positives de cette une chaîne humaine, une chaîne humaine de convergence. Humaine. Alors, vous pointez, en faisant référence à Karl Popper, le problème des dogmes dans certaines théories. Ce point est fondamental, surtout lorsque l'on pense à l'obscurantisme idéologique de l'Église, à l'énoncé des premières théories critiquant d'abord le géocentrisme. La problématique du dogme n'est-elle pas toujours d'actualité? Au fond, un dogme n'est qu'une théorie, ni plus ni moins qu'une théorie scientifique. Qu'en pensez-vous? Alors d'abord, des dogmes et du fanatisme et de l'obscurantisme, à mon avis, on en trouve dans les religions, on en trouve aussi parmi des scientifiques. Il n'y a qu'à penser aux écoles scientifiques de la fin du 19e siècle. Les scientifiques de l'époque pensaient que tout pourrait s'expliquer par la science et c'était vraiment, vraiment du fanatisme scientifique. Alors, pour moi, un dogme, c'est pas une théorie, vraiment, c'est un paradigme, ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire qu'une sorte d'environnement culturel dans lequel les êtres humains se situent à un moment donné, l'idée qu'on a du monde. Et c'est important, ça, les paradigmes. C'est important parce qu'on s'appuie dessus pour aller plus loin. Mais il faut pouvoir s'appuyer dessus, mais il faut en même temps pouvoir s'en échapper. C'est ça, il faut aller dans une direction, il faut savoir dans quelle direction on va, mais il faut toujours être capable,
compte tenu de ce qu'on trouve, des événements, être capable de changer de direction. Et c'est ça, c'est ce changement de direction qui fait qu'on sort du dogme établi. Donc, je pense que les dogmes sont importants, mais il faut savoir en sortir. Voilà, ben nous arrêtons. Et c'est vrai pour les scientifiques autant que dans le domaine religieux. Eh bien, vous affirmez dans cet ouvrage en particulier que nous assistons aujourd'hui à une véritable mutation de l'humanité qui, d'une certaine façon, ne forme plus qu'un seul corps face à l'univers. Voilà une déclaration qui se rapproche beaucoup, je pense, de la vision de Pierre Teilhard de Chardin. Quelle en est la raison de cette vision d'humanité? Je crois que Pierre Teilhard de Chardin avait beaucoup d'abord de connaissances et puis d'intuition par rapport à l'avenir et ce qui allait se passer par rapport à l'humanité. Et ce qu'on trouve actuellement, c'est, eh bien, nous sommes, en fait, c'est beaucoup grâce à l'espace, grâce à la conquête de l'espace, grâce au fait qu'on envoie des satellites dans l'espace. Les êtres humains sont connectés. Alors connectés avec les ordinateurs, l'Internet, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, mais ça a complètement changé l'attitude des gens. Les jeunes actuellement ne fonctionnent plus du tout, évidemment, comme nous quand nous étions jeunes. Et j'ai envie de dire, avant, dans le passé, on fonctionnait avec des gens qu'on connaissait d'une manière proche géographiquement, des villages. On avait les gens, on vivait parlait avec les gens de nos propres villages. Maintenant, il s'agit de villages internationaux, c'est-à-dire que vous avez des gens, et même des gens, vous savez, même des gens relativement pauvres, enfin c'est assez étonnant, Internet vraiment s'insère partout. Tout le monde peut avoir des relations avec d'autres gens partout dans le monde, d'autres gens avec qui vous avez envie de parler parce qu'ils sont plus ou moins, comme on dit de manière figurée, plus ou moins sur la même longueur d'onde, ils ont des points communs. Donc en fait, il y a une relation, une connexion par-delà les frontières. Ça, je trouve ça important, les frontières politiques. Ça continue les problèmes politiques énormément, on le sait, mais il y a quelque chose à la base qui dépasse ces frontières politiques. Et en ce sens, on a l'impression que les êtres humains deviennent des cellules d'un seul grand corps avec ces connexions. Et je crois que c'est une vraie mutation, effectivement, par rapport à tout ce qui se passait auparavant. Et une mutation qui est une mutation technologique, mais c'est une mutation technologique qui conduit à une mutation de la pensée. Alors, je crois qu'il y a une modification qui se fait de l'humanité en ce moment. Je crois que c'est parfaitement intéressant parce que dans le phénomène humain, Teilhard, son livre de référence, dit la chose suivante: comment en effet incorporer la pensée au flux organique de l'espace-temps sans être forcé de lui accorder dans le processus la première place? Comment imaginer une cosmogénèse étendue à l'esprit sans se trouver du même coup face à une noogénèse, réseau de pensée? Quel est votre avis sur cette émergence de l'esprit en conscience planétaire noosphérique? Elle rejoint ce que vous venez de dire. Oui, je ne sais pas, en fait, j'avoue que je ne sais pas ce que Teilhard veut dire par le flux organique de l'espace-temps. Mais je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Nous faisons partie, et ça c'est quand même une découverte assez récente, nous faisons partie d'un univers, nous faisons partie d'un cosmos gigantesque. Et ce cosmos gigantesque, nous en faisons partie de plusieurs manières. Nous en faisons partie, nous pouvons l'observer maintenant, mais nous sommes aussi issus de ce cosmos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cosmogénèse. Disons que l'univers, depuis les premiers instants de l'univers, a construit des éléments de plus en plus complexes qui finalement, alors j'ai envie de dire finalement, ont abouti aux êtres humains conscients sur la Terre. Oh, ça va peut-être pas s'arrêter là. Ça, il faut savoir qu'on n'est pas, quand on dit que ça aboutit, c'est à l'époque actuelle, mais c'est pas forcément, nous ne sommes pas, moi je suis convaincu que nous ne sommes pas un aboutissement. Tel que nous sommes à l'époque actuelle, nous ne sommes pas un aboutissement de l'univers. Nous sommes un maillon d'une chaîne qui va se continuer. Et puis on sait maintenant qu'il y a peut-être d'autres consciences, on n'en sait rien, d'autres vies, oui, probablement, d'autres consciences, on ne sait pas trop, ailleurs dans l'univers. Mais donc nous sommes confrontés
à ces découvertes. Donc nous devons avoir conscience de tout ça, et c'est vrai que la pensée humaine doit on doit, disons que nous devons en tant qu'être humain réfléchir dans ce cadre-là. Et d'autre part, si nous connaissons tout ça, c'est quand même grâce au cerveau humain, donc grâce à la pensée, grâce aux capacités humaines. Donc c'est grâce à la pensée que nous en sommes là, et ce que nous avons appris maintenant, nous devons le réintégrer à notre pensée. Donc moi, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si c'est dans le sens de ce que pensait Pierre Teilhard de Chardin ou pas, mais c'est comme ça que je vois les choses moi maintenant. Il y a un rapprochement évident dans cette montée en complexité, si ce n'est que, comme vous le dites précisément, nous sommes des nouveau-nés par rapport à l'échelle des 13 millions 4 d'années, des 13 milliards d'années-lumière. Nous sommes peu de choses dans le nous temps. Nous sommes très peu de choses. Nous venons de naître, en fait. Nous venons de naître. Si on rapproche ça à une année civile, si j'ose dire, nous sommes là de quelques secondes. Nous venons d'arriver. Nous sommes au début de l'humanité sur Terre, en fait. Alors, nous sommes au début de l'humanité sur Terre, pardon, nous sommes au début de l'humanité sur Terre, mais nous sommes quand même le résultat d'un très long processus de construction, disons, qui est arrivé à la vie et ensuite à la conscience. Ah oui, sans qu'on sache comment ça s'est passé vraiment. Bien sûr. Alors ça, c'est tout à fait une logique qui se rapproche de Teilhard, car pour Teilhard, effectivement, il dit lui-même que nous récapitulons l'univers, puisque nous sommes insignifiants dans l'espace-temps, en termes de miettes de pain noyées dans un espace immense, mais nous sommes à preuve d'inventaire, et ça, il faut voir s'il y a d'autres vies ailleurs, d'une complexité énorme, et nous sommes la flèche de l'évolution par rapport à ça. Nous sommes infiniment complexes. Et avec nous sommes infiniment complexes. Vous savez, quand on dit que nous sommes des poussières d'étoiles, moi je réagis toujours. Nous sommes des poussières d'étoiles dans le sens que les éléments dont nous sommes faits, les éléments chimiques dont nous sommes faits viennent des étoiles, ça c'est vrai, mais nous sommes extrêmement plus complexes. Je dirais pas infiniment parce que le terme infini est un peu, comment dire, fort, mais extrêmement plus complexe qu'une étoile, même si une étoile est beaucoup plus grosse que nous. Donc, en fait, on est beaucoup plus que des poussières d'étoiles. Alors, j'en viens à une dernière question qui est effectivement rejoint une préoccupation que vous avez fort bien exprimée dans le chapitre 8 de votre livre, qui est le suivant. Vous parlez de la mort, source de vie. Et donc, c'est particulièrement important pour vous. Pouvez-vous préciser ce que ça veut dire pour vous que la mort est une source de vie? Oui, là, je peux replacer ça dans ce cadre dont on vient de parler, de l'évolution de la complexité dans l'univers. L'évolution de la complexité, ça se fait avec d'autres entités qui apparaissent, qui sont plus complexes que les précédentes, mais à chaque fois qu'une entité nouvelle apparaît, on a ce qu'on appelle une propriété émergente, il faut qu'il y ait quelque chose qui disparaisse. Vous avez des éléments qui se mettent ensemble, qui mettent quelque chose qui arrive, je veux dire, à quelque chose qui a des propriétés différentes de ce qu'il y avait avant. Et pour moi, l'évolution, on a le même phénomène. Bon, il faut le replacer, c'est un petit peu différent quand même, mais dans l'évolution, cette fameuse évolution de l'humanité qui pour moi est si importante. Et pour que on puisse évoluer, il faut qu'il y ait quelque chose qui disparaisse. Pour moi, la mort de l'individu est nécessaire à l'évolution de la collectivité. Et si on était immortel, et il y a des gens qui voudraient devenir immortels maintenant, les transhumanistes, les gens qui voudraient ne jamais mourir, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais le problème, c'est qu'il y a une technologie maintenant qu'on utilise pour essayer d'avoir ça. En fait, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est possible de prolonger la vie, mais d'être vraiment immortel, c'est-à-dire de ne jamais mourir, c'est pas possible. C'est même complètement contradictoire avec la physique, c'est complètement contradictoire avec tout. Mais si, imaginons que quelqu'un soit immortel, ou même qu'on devienne tous immortels, mais ça deviendrait profondément ennuyeux. On n'évoluerait plus, il se passerait plus rien. Alors moi, j'ai cette image, je dis, si nous étions immortels, la vie deviendrait d'un ennui mortel. Voilà. Belle conclusion, supprimer la mort, on vient à supprimer la vie. Grand merci Sylvie Vauclair pour cet entretien. Merci infiniment.
Thank you.